amateka aribukwa ariko hari ayo tutagomba na rimwe kwibagirwa. Muri Mata 1994 u Rwanda rwinjiye mu bihe by'umwijima utazibagirana mu mateka yarwo. Mu minsi 100 gusa abasaga miliyoni bishwe bazira uko bavutse. Iyi si inkuru isanzwe, ni amateka akomeye agomba kwibukwa, gusobanurwa no kwigirwamo. Jenoside yakorewe Abatutsi si igice cy'amateka gusa, ni isomo rikomeye ku isi yose ryibutsa aho urwango n'ivangura bishobora kugeza umuntu. Iyi ni inkuru y'ukuri, inkuru itoroshye kumva ariko ikenewe kuvugwa. Ni inkuru igaragaza uko urwango rwubatswe buhoro buhoro rukagera aho ruhinduka jenoside. Inkuru igaragaza ububabare ariko ikanerekana ubutwari, ukwihangana n'icyizere cyo kongera kubaho. Muri izi nkuru z'uruhererekane tugiye gusubira inyuma turebe uko byatangiye, uko byageze ku ndunduro n'amasomo isi yose yakwigira kuri jenoside yakorewe Abatutsi mu 1994. Kwibuka si ugutekereza ku byahise gusa, ahubwo ni inshingano yo kurinda ejo hazaza. Twibuke twiyubaka. En avril 1994, le Rwanda a connu la pire période de son existence. Un génocide, alors que le monde entier avait dit plus jamais ça. En 100 jours, plus d'1 million de personnes ont perdu leur vie, simplement pour ce qu'ils étaient. Le génocide perpétré contre les Tutsis. Le 7 avril prochain marquera la 32e commémoration du génocide perpétré contre les Tutsis. Et pour commencer cette période, nous recevons Jeanne Allaire Kayigirwa, qui est rescapé de ce génocide et qui a donné sa vie, qui a consacré sa vie à la mémoire et à la transmission de ce génocide. Bonsoir Jeanne. Bonsoir Yvan. Merci pour ce temps que tu nous accordes. Merci pour ce temps que tu prends pour parler de cet épisode douloureux. Merci pour ce temps que tu prends aussi pour la mémoire des victimes, pour la reconstruction des rescapés, pour la transmission aux jeunes et aux moins jeunes. Et merci pour cet échange que tu nous accordes. Merci beaucoup de ton invitation. C'est très précieux. Merci. Jeanne, pour connaître un peu plus de toi, avant d'aller un peu plus en profondeur dans l'échange, tu es vice-présidente de l'association Ibuka France. Tu as aussi été présidente d'Ibuka Rhône-Alpes, une région en France. Tu as été très active dans la transmission, partout où tu as été, partout où tu as vécu, même dans le milieu professionnel. Et là où je voudrais commencer, c'est savoir qu'est-ce qui t'a poussé à être autant active, parce que c'est pas forcément évident pour tous les rescapés de, entre guillemets, se replonger chaque année ou plusieurs fois dans l'année, se replonger dans cet épisode douloureux, se replonger dans ces mauvais souvenirs. Jeanne, qu'est-ce qui t'a poussé à donner ta vie pour cette cause? Merci beaucoup, Yvan. Alors, c'est une bonne question parce que c'est vrai que c'est pas une question que je me suis posée ou que je me pose tous les jours. J'ai eu la chance de partir en France en 2000 pour faire mes études universitaires. Et à cette époque, je n'avais pas du tout réalisé la gravité des choses que j'avais vues. La
la situation que j'avais vécue avec d'autres, parce que j'avais l'impression que je faisais partie de la masse, même si on n'était pas nombreux, des rescapés, que c'était une situation que je vivais comme une fatalité, comme tant d'autres. Et je pense vraiment que j'ai réalisé que c'était euh, extrêmement grave ce qu'on avait vécu, le génocide des Tutsis qu'on avait vécu. J'ai réalisé une fois en France que c'était gravissime. Euh, et en partant, en fait, je croyais que j'avais laissé ça derrière moi. Je me disais, je vais dans un pays autre, j'imaginais que tout le monde allait bien, etc. Donc, je me disais, c'est bon, je ne vais plus croiser les tueurs, je ne vais plus en train de parler. Mais en fait, en arrivant en France, je me suis sentie rapidement très seule. J'étais dans une situation de réfugié, ou du moins d'immigré, comme beaucoup. Et au fait, rapidement, je sentais vraiment un décalage. Je regardais les gens, je me disais, mais eux, ils ont tous les parents, ils ont tous les amis. Et je me suis découvert avec ce vide-là. Et puis, en parallèle, je cherchais, comme n'importe quelle personne qui arrive dans un pays qui n'est pas le sien, des Rwandais. Certains m'avaient accueilli. Et petit à petit, j'ai suivi les autres qui parlaient de la mémoire. J'ai fait une première commémoration, d'ailleurs, qui n'était pas forcément avec Ibuka. C'était Survie qui avait organisé cette commémoration. Je me rappelle très bien, c'était à Toulouse. Et progressivement, j'ai rencontré les gens qui parlaient vraiment de transmettre, de parler de ce qui s'est passé. Et petit à petit, il y a eu des discussions autour de la création d'Ibuka. Et donc, je suis vraiment tombée dedans sans tout comprendre. Et je dirais plutôt que les adultes, à cette époque, m'ont pris la main euh, pour, euh, pour m'amener vers ce destin. Et avec la création d'Ibuka, puisque j'y étais, là, j'ai commencé à apprendre à vivre dans quelque chose qui était structuré. Et ça, donc, c'était en 2001 ou 2002 où l'association Evoca France a été créée de façon officielle. Donc c'est plutôt que, enfin, on va dire, tu es entre guillemets tombé là-dedans sans que tu aies prévu ça, sans que tu aies prémédité ça. C'est au fur et à mesure, en participant aux commémorations, en rencontrant différents Rwandais, des rescapés, que petit à petit la flamme en toi s'est allumée, c'est ça? Oui, parce que j'ai dû aussi apprendre, comprendre cette histoire. Comme je te disais, je ne la comprenais pas, je la vivais comme une fatalité. Et c'est en découvrant l'ampleur des violations des droits qui étaient les nôtres que j'ai compris que je ne pouvais pas me taire. Et bien sûr, et petit à petit, je me suis rendu compte aussi que j'allais quand même un peu mieux que beaucoup euh, parce que j'avais réussi à survivre avec le moins de séquelles, du moins physiques visibles. J'avais pas perdu toute ma famille. Je pouvais continuer les études. Et surtout, une fois en France, j'ai quand même réalisé que évoquer le mot ou le nom Rwanda suscitait quelque chose qui n'était pas habituel. Tout de suite, Comme quoi? on disait, est-ce que c'est toujours la guerre Hmm. chez toi? Au début des années Euh, 2000. Début des années 2000. Hmm. Est-ce que maintenant c'est calme? Hmm. C'était qui déjà? Qui a tué qui déjà? Les Houthis, Hmm. et donc, et, et en même temps, il y avait une espèce de compassion qui était pas forcément bien placée, même si j'imaginais que les gens étaient bien intentionnés. Hmm. Euh, et puis, voilà, cette question vraiment de qui a tué qui euh, m'a sauvée, si je peux dire. Hmm. Et Donc c'est-à-dire aussi, que même sans vouloir être active dans la mémoire, la vie quotidienne te replongeait là-dedans, en fait. automatiquement. Hmm. Euh, de toute façon, on a un faciès, on sait qu'on n'est pas a priori, on a un accent,
On a la peau qu'on a et rapidement on sait que on n'est pas euh, on n'est pas français de Mm. souche, Mm. française de souche en ce qui me concerne. Oui. Et donc rapidement les gens, une fois que tu as dit ton nom, ce que tu fais, où est-ce que tu es à la fac, rapidement quand même les gens te demandent spontanément d'où tu viens. Mm. Et, euh, et à l'évocation du mot Rwanda, Mm. la réaction était quand même, le visage se transformait, soit en pitié, soit Mhm. en étonnement, Mm. soit tout de suite, ah, tu es rwandaise, Mm. tu es Hutu ou tu es Tutsi, pour ceux qui étaient, Mm. Qui avait qui un peu de étaient connaissance. un peu de connaissance là-dedans, ou alors c'était, rappelle-moi déjà, c'est des outils, qui a Mm. tué qui. Mm. Et donc, voilà, c'est ça je dirais vraiment, une fois que je suis tombée dedans, donc d'abord j'étais perdue. Mm. Non, d'abord, je l'ai vécu comme une fatalité, Mm. euh, une rescapée parmi tant d'autres. Ensuite, euh, je tombe dedans parce que je croise des Rwandais qui veulent en parler parce que je suis en manque de mon pays. Et troisièmement, c'est vraiment ce langage qui était anormal, Mm. qui était faussé, parfois qui m'ont poussé à aller vers ce chemin de porter cette mémoire à mon niveau. Et je dirais quand même qu'il y avait aussi une quatrième raison que je peux identifier. C'est quand même rapidement, j'avais cette douleur que je pense tous les rescapés ressentent, des gens qu'on a perdus. Et j'ai eu une espèce de vraiment de frayeur de l'oubli, de dire, et si on les oubliait? J'avais l'impression que tout allait trop vite, que les gens autour de moi vivaient leur vie, que même moi, je vivais ma vie. Et à un moment donné, quand je commençais, par exemple, à avoir une joie comme n'importe quel jeune de mon âge, j'avais une sorte de culpabilité. Je me disais, comment je peux rigoler, comment je peux faire une fête, Mm. comment je peux Mm. m'amuser alors que les gens, nos gens, mes gens, comme Ils sont pas là. je disais à l'époque, ne sont plus là. Et Mm. ça m'effrayait qu'ils tombent dans l'oubli, qu'on fasse comme si rien n'était. Je Mm. dirais que c'est ça les trois, quatre raisons Qui t'ont qui poussé font que je à me passer à suis l'action. engagée. Ouais. Mm. Mais si on retourne un peu en arrière, parce que là, on sent que l'engagement ou la décision ou la flamme s'est réveillée en France. Mais avant d'arriver en France pour les études, quelle était ta relation avec l'histoire que tu as vécue euh, ou la mémoire pendant que tu étais au Rwanda? Quelle était ta relation ou ton approche ou ta position là-dessus? Euh, je ne sais pas si je dirais que j'avais une position. En tout cas, ce n'était pas quelque chose qui était intellectualisé, d'abord parce que j'étais encore jeune. Euh, je me rappelle juste qu'on avait ce besoin de parler, par exemple, quand il y avait d'autres rescapés. C'est quelque chose qu'on a fait rapidement quand on se retrouvait nombreux, comme ça a été Au Rwanda, hein? au Rwanda. Mhm. On parlait, non pas pour témoigner, mais pour raconter ce qui nous était arrivé, comment on avait survécu, la pluie, les cachettes, etc. Et la question, c'était, et toi alors, comment ça s'est passé? Ce que je ne faisais jamais avec les gens qui n'avaient pas vécu, qui n'avaient pas traversé le génocide. Ça, je me rappelle bien. Je me rappelle aussi que j'allais dans les commémorations. Ça, je le sais, je me rappelle vraiment euh, ces longues queues devant le stade Amahoro quand on allait à la commémoration, qu'on est retourné pour l'éveiller la nuit. Euh, je sais que j'avais le sentiment d'être compris quand je me retrouvais avec quelqu'un qui avait traversé le génocide. Mais au-delà de ça, je n'avais pas une relation particulière, intellectualisée, théorisée, etc., avec cette mémoire. Je savais que j'étais rescapée, je savais que c'était grave ce qui s'était passé, mais ça s'arrêtait là.
C'était pas un refoulement. Tu rejetais pas cette histoire. Non, Hmm, non, non, je n'ai jamais rejeté cette histoire. Ça, c'est très clair et net. hmm, J'ai toujours, je dirais pas assumé, mais j'ai toujours eu cette conscience que j'avais survécu au génocide. hmm, Je sentais que j'avais une espèce d'attirance, de recherche des gens qui me ressemblaient parce hmm, que j'avais besoin, je pense, qu'on me comprenne. Mais encore une fois, je faisais vraiment partie de cette communauté, mais sans plus ni moins, mais je n'ai jamais refoulé hmm, cette histoire. hmm, Par contre, euh, quand je suis partie en France, là, je sais que j'ai eu ce moment-là, comme je te disais, où j'espérais oublier parce que je trouvais que c'était lourd, que c'était difficile, que j'avais beaucoup de tristesse, que je croisais des gens dans la rue, je regardais le visage de n'importe quel euh, homme et que j'identifiais comme potentiellement tueur et je décidais que c'était un tueur. Et j'avais peur de croiser quelqu'un qui avait une machette. En Et France, là, je te parle toujours du Rwanda. au Et en ce Rwanda, ok. moment-là, Hmm, vraiment, je changeais de chemin. Je pouvais même faire demi-tour. J'avais vraiment cette peur. Et hmm. c'est en partant en France, je me suis dit, ouf, Ça va je être un laisse tout au échappatoire. Rwanda. Hmm, Je vais devenir quelqu'un de nouveau. hmm, Je ne vais plus en entendre parler. Et donc, j'ai eu un temps de refoulement de cette histoire quand je suis arrivée en France, en qui n'a pas France. duré longtemps. Hmm. Est-ce que du coup, en arrivant en France, parce que tu dis qu'en étant au Rwanda, tu avais besoin de t'identifier aussi aux autres, parler aussi aux autres qui avaient vécu les mêmes choses que toi, donc sentir que tu n'es pas seul. Mais en arrivant en France, comme tu nous as dit, tu participais à la première commémoration, tu allais aussi en rencontrant d'autres Rwandais, tu allais donc... ce cheminement, est-ce qu'il te faisait du bien? Alors qu'au départ, tu pensais que tu allais échapper à ça, et que tu allais vivre une autre vie, loin de tout cela, oublier le traumatisme, etc. Est-ce que quand tu as commencé à fréquenter les rescapés, fréquenter d'autres personnes, parce que même les personnes de survie qui étaient très actifs, c'était des années difficiles, est-ce que ça te faisait du mal ou alors ça te faisait du bien? Ça t'aidait à te reconstruire? Ça me faisait du bien. Je ne peux pas dire que ça me faisait. En tout cas, à l'époque, je n'identifiais pas ça comme un moyen de ma propre reconstruction. Par contre, ça me faisait du bien, ne fût-ce que voir les gens de ma culture avec qui je pouvais parler ma langue, parce que quand j'arrive, j'ai un niveau de français qui n'est pas très bon. Donc, c'est comme un repos parce que je retrouve une facilité dans les rapports humains. C'est un moment où je peux me sentir moi-même. Donc, rien que pour ça, je vais vers eux. Et ensuite, alors quand je commence à comprendre que c'est des gens avec qui je pouvais parler de mon histoire intime, qui est pour la plupart soit été eux-mêmes des rescapés, soit euh, parlaient déjà de rentrer dans cette lutte parce qu'ils avaient perdu des membres de leur famille. Euh, oui, c'était un repos et je me sentais déjà chez moi. Et donc, oui, je me rappelle vraiment déjà cette première commémoration, même s'il n'y avait pas Survie, mais je pense qu'il n'y avait pas, et Ibuka n'était pas encore là, et c'était vraiment l'association Survie qui avait organisé cette commémoration, nos fils, que entendre le mot Rwanda, euh, c'était comme un baume. Euh, et quand je me rappelle quand nous avons commencé à faire des réunions autour de la création d'Ibuka et que j'ai pris le train, une des premières fois où j'ai pris le train pour aller à Niort, où une certaine Espérance et Brossard Mutouissa avait réuni des Rwandais pour justement discuter de cette histoire. Je me rappelle très bien de ce week-end-là. Euh, C'était peut-être la première fois
où j'avais l'impression que je revenais, que je me retrouvais au Rwanda parce que j'étais vraiment au milieu des Rwandais qui me comprenaient. Et ça me faisait, oui, chaud au cœur. Hmm. Ouais, les premières, enfin, on aura une autre émission qui sera consacrée justement à Ibuka France et à son action, de sa création jusqu'à aujourd'hui, les défis qu'ils ont rencontrés, etc. Mais euh, toi, est-ce que tu peux nous témoigner de tes premières expériences justement au sein d'Ibuka? Parce que tu nous dis que tu étais là à la création. Je pense que c'était pas évident dans ce pays, la France, qui hébergeait encore beaucoup de personnes qui niaient le génocide, que ce soit même les autorités politiques ou d'autres mouvements, les débuts d'Ibuka. C'est-à-dire que vous rencontrez, vous êtes rescapé, vous avez ce poids en vous, cette douleur en vous, mais vous voulez en même temps, entre guillemets, aller au combat dans un pays qui vous est pas favorable. Quelle était l'atmosphère à ce moment-là ou comment vous avez vécu ces périodes? Euh, alors, c'est des fois, j'ai l'impression d'avoir oublié certaines choses, mais l'une des premières commémorations qui m'a marqué, euh, c'est une commémoration où des gens qui étaient des Rwandais étaient venus avec une caméra, mais vraiment caméra comme professionnelle, filmer dans la salle euh, où nous étions réunis. Et je me rappelle vraiment de ce moment où les organisateurs disent, vous sortez, vous n'avez rien à faire ici, et qu'ils ils continuaient à filmer jusqu'à ce que vraiment ils soient mis dehors presque de force. Euh, je me rappelle aussi comment parfois ces mêmes personnes rentraient dans la salle pour poser des questions extrêmement blessantes. Euh, des questions qui disaient qu'il n'y avait pas eu de génocide vraiment. C'était une guerre et que C'était des Rwandais les ou des uns avaient... Français? C'était des Rwandais. Des Rwandais, C'était d'accord. des Rwandais. Qu'il fallait répondre aux crimes des Hutus. Et c'était vraiment, oui, c'était très difficile. Et à ce moment-là, d'ailleurs, il y avait l'ambassadeur Birosagara à cette époque qui était là et à qui, voilà, qui était, euh, ouais, à qui ces individus posaient ces questions. Et que du coup, dans ce cas, tu te disais, mais où suis-je? Justement, tu te rappelais de ton parcours, de ce que tu as subi, de ce que c'était la réalité. Et là, tu te retrouvais là en face de ces gens qui, ne, qui t'empêchent même de commémorer les morts. Euh, des, je te l'ai dit, ce n'était pas forcément durant les commémorations même, mais c'était ouais, c'était aussi des questions des Français parfois qui disaient euh, mais ouais, c'était comment la guerre chez vous. C'était des questions comme ça qui remettaient complètement en cause la réalité du génocide et tu te retrouvais avec justement le poids qu'on portait personnellement parce que c'était assez frais, il y avait seulement, euh, il y avait moins de 10 ans, c'était moins de 10 ans après. Et tu te retrouvais en train d'expliquer que oui, il y a bien eu un génocide, euh, que oui, tu as été persécuté, que non, il n'y a pas eu de massacre interethnique, que Se c'était justifier, quoi. Donc, tu te retrouves en train de tu te retrouvais se justifier. à justifier que tu as
que tu as connu le génocide, que tu as traversé, ce que tu as Que tu es traversé. rescapé, Euh, etc. voilà, que tu es rescapé. Et c'était ça qui était très difficile, en fait.